Résumé mécanique, deuxième partie, les mouvements de chute. Bonjour, on va commencer aujourd'hui une nouvelle partie des résumés. C'est le résumé de mécanique, la partie 2. Et dans cette partie, on va étudier les mouvements de chute. Alors, nous avons le mouvement de chute libre vertical, nous avons le mouvement de chute vertical qui est non libre et dans un fluide, et nous avons le mouvement de chute parabolique. Alors on va commencer tout d'abord par le mouvement de chute verticale, libre vertical. Alors c'est quoi un mouvement de chute libre? On dit qu'un corps est en mouvement de chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Alors toutes les autres forces sont négligeables. Il n'y a pas de frottement, pas de poussée d'Archimède, donc toutes les autres forces sont négligeables. Alors, je considère un corps de faible dimension que je lance sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0 à partir d'un point O supposé comme origine d'un repère OX vertical. Alors, je le lâche donc sans vitesse initiale et puisqu'il est en chute libre, il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Donc le système étudié, c'est le corps S, bilan des forces, c'est le poids, le repère OX local, c'est-à-dire lié à la Terre, c'est un repère sensiblement galiléen pour la durée faible de ce mouvement. Pour la deuxième loi de Newton, il n'y a qu'une seule force, donc P égale à MAG égale à MA, parce que c'est un corps de faible dimension. Alors la projection sur l'axe OX, Px égale à Max. Alors Px c'est plus P, c'est-à-dire Mg égale à Max, et de là je déduis que l'accélération Ax égale à G. Donc puisque la trajectoire est rectiligne, et ceci on le remarque expérimentalement, et on a démontré que l'accélération est constante, alors c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Le mouvement de S est un mouvement rectiligne uniformément varié. Alors pour les équations du mouvement, nous avons l'accélération C égale à G dans ce cas, Vx c'est AXT plus V0x AXCG, donc c'est GT plus V0x, mais on a dit qu'il est lâché sans vitesse initiale, donc c'est GT, et x égale à 1 demi de AX t au carré plus v0 xt plus x0. Alors x0 égale à 0, v0x égale à 0, donc ça sera 1 demi de gt au carré. C'est un mouvement très simple. Donc on doit utiliser ces trois équations pour résoudre la plupart des exercices concernant la chute libre verticale. Alors voyons la chute non libre verticale dans un fluide. Alors vous savez bien que en plus du poids, lorsqu'un corps est en chute libre, on peut envisager deux autres forces. Ce sont la poussée d'Archimède et la force de frottement fluide. Alors en ce qui concerne la poussée d'Archimède, alors c'est moins la masse du fluide déplacé fois G. Donc moins mfg en vecteur, c'est donc la masse volumique fois le volume, c'est la masse volumique du fluide fois le volume immergé. En tout cas, on va immerger tout le corps au cours de sa chute. Alors, donc en intensité, c'est ρ du fluide fois V fois G, ou bien la masse du fluide déplacé fois G. Alors pour la force de frottement fluide, en vecteur, c'est moins kV du centre de gravité du corps à la puissance n fois u. Alors u c'est le vecteur unitaire, ici je le prends tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement. Donc c'est un vecteur vertical dirigé dans le sens du mouvement. Alors k c'est une constante qui dépend du fluide et de la forme du corps. Et le petit n qu'on trouve ici, il dépend du mouvement. Si c'est un mouvement de faible vitesse, on va prendre n égale à 1. Si c'est un mouvement de vitesse moyenne, on va prendre n égale à 2. Et on va vous le dire dans la plupart des problèmes. Alors, dans ce cas, si vous prenez la norme de la force, F, c'est k fois la vitesse du centre de gravité à la puissance n. Alors voyons l'équation différentielle du mouvement. Alors on va prendre donc, on va lâcher un corps S dans une éprouvette. Et donc je vais prendre un axe OX dirigé vers le bas.
Alors, le corps, donc, il est soumis à l'action, puisqu'il se déplace vers le bas, il est soumis à l'action tout d'abord du poids, toujours dirigé vers le bas, et il est soumis à la force de la poussée d'Archimède qui est toujours dirigée vers le haut, quel que soit le sens du mouvement, mais la force de frottement fluide dépend du sens du mouvement. Si le corps se déplace ici, dans ce cas, vers le bas, la force de frottement est dirigée vers le haut. Donc, système, c'est le corps S, que je suppose toujours de faible dimension. Le repère est l'axe OX local sensiblement galiléen. Le bilan des forces, c'est le poids, la force de frottement fluide et la poussée d'Archimède. La deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à MA, G qui est égal à MA puisque c'est un corps de faible dimension. Je projette sur l'axe OX, donc la projection du poids ça donne P, c'est-à-dire mg, et les autres sont dans le sens contraire, donc moins F moins FA égale à MAX. Je remplace donc mg, F, nous avons déjà le signe moins, et ça, F c'est la norme, donc je vais prendre KV à la puissance n. Alors là, je n'écris pas G parce que je considère un corps de faible dimension. Alors de même, pour la force, la poussée d'Archimède, nous avons déjà le signe moins, mais là c'est la norme. La norme c'est m du fluide fois G. M du fluide fois G égale à m. Alors l'accélération c'est dv sur dt. Donc je divise le tout par m, donc dv sur dt égale, alors là je factorise par g, c'est m moins m du fluide sur, que je divise donc par m, fois g, moins k sur m, fois v à la puissance n. Alors tout ce terme je le note grand A, donc grand A c'est m moins m du fluide sur m fois g, et ce terme je le note grand B, B c'est k sur m. Donc l'équation différentielle devient dv sur dt égale à a moins b v à la puissance n. Alors, une fois qu'on a déterminé l'équation différentielle, alors l'expérience nous donne la courbe de la vitesse en fonction du temps. Alors, on obtient donc expérimentalement une courbe de ce genre. La vitesse V du corps S dans le temps a cette allure. Elle croît au départ de façon non linéaire et à un certain moment, il arrive à ce qu'on appelle la vitesse limite. La vitesse devient constante et elle est égale à ce qu'on appelle la vitesse limite. Alors là, on remarque qu'on a deux régimes. Un régime où la vitesse croît de façon non linéaire, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Et après que la vitesse devient constante, c'est ce qu'on appelle le régime permanent. Alors là, si je trace la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, je peux déterminer taux qu'on appelle le temps caractéristique du mouvement en secondes. Alors, à peu près le régime transitoire, ça dure 5 taux. À peu près 5 taux, le régime transitoire. Alors, si je cherche la pente de la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0, je trouve ce que j'appelle l'accélération initiale. Alors, l'accélération initiale à 0, donc étant donné que c'est la pente, c'est la vitesse limite divisée par le temps caractéristique du mouvement. A0 égale VL sur taux. Alors, pour trouver la solution de l'équation différentielle, on va utiliser une méthode spéciale appelée méthode d'Euler. Alors, tout d'abord, on détermine la vitesse limite. Alors, on a l'équation différentielle dv sur dt égale à a moins b v à la puissance n. Alors, lorsque la vitesse arrive à sa valeur limite, elle devient constante. Alors, s'il est constante, la dérivée est nulle. Et dans ce cas, vous remplacez V par VL et vous allez trouver que VL à la puissance n égale à A sur B. Donc VL, c'est la racine nème de A sur B. Alors pour l'accélération initiale, on va la déterminer à partir de l'équation différentielle. On a A égale à grand A moins B, V à la puissance n. Donc pour V égale V0, A égale A moins A0 égale A moins B V0 à la puissance n.
Alors l'accélération initiale, c'est A moins B, vitesse initiale à la puissance n. Alors revenons maintenant à la méthode pour trouver la vitesse dans le temps de façon théorique. Alors c'est ce qu'on appelle la méthode d'Euler. Alors cette méthode va se baser sur deux équations. Tout d'abord l'équation différentielle du mouvement qui est A, dv sur dt c'est A, donc je vais dire AI égale à A moins B VI à la puissance n. C'est l'équation différentielle que je note l'équation 1. Et nous avons une autre équation établie cette fois par Euler, c'est la vitesse VI plus 1, c'est AI delta T plus VI. VI plus 1, alors il faut bien se rappeler de cette formule, VI plus 1 égale à AI delta T plus VI. Alors donc, tout d'abord, il faut qu'on connaisse la vitesse initiale avec laquelle on a lâché le corps, V0. Alors si je connais V0, avec l'équation différentielle, comme on vient de voir, on peut déterminer A0. A0 égale à A moins B V0 à la puissance n. Ça c'est avec l'équation différentielle. Alors je passe de A0 vers V1 en utilisant l'équation d'Euler, l'équation 2. Donc là je remplace ici I par 0, donc j'ai A0 delta T plus V0 et lorsque je remplace ici I par 0, je trouve V1. Donc A0 et V0 vont me permettre de trouver V1. Et ceci avec l'équation d'Euler. Alors je passe après j'utilise l'équation différentielle. Alors là, puisque j'ai calculé V1, V1 va me permettre de trouver A1. A1 égale à A moins BV1 à la puissance n. Maintenant, j'ai A1 et V1. Avec l'équation d'Euler, je peux déterminer V2. V2 égale à 1 delta T plus V1. Et A et ainsi de suite. Avec l'équation différentielle, puisque j'ai V2, je peux trouver A2. Avec l'équation d'Euler, puisque j'ai A2 et V2, je peux trouver V3. Et ainsi de suite, je passe donc pour calculer les accélérations, j'utilise l'équation différentielle. Et pour déterminer les vitesses, j'utilise l'équation d'Euler. Et de façon ainsi progressive, je peux calculer les vitesses, V0, V1, V2, V3, autant de vitesses que je veux. Mais à chaque fois, il faut faire un calcul avec l'équation différentielle et l'équation d'Euler. Alors, delta T, ici, c'est ce qu'on appelle le pas du mouvement. Le pas du mouvement doit être aussi petit qu'on peut. Parce que lorsqu'on choisit un pas très petit, les calculs sont très précis, mais il faut faire beaucoup de calculs pour tracer une courbe. Donc, on va choisir le plus petit possible le pas du mouvement. Et ici, j'aurai un tableau de mesure. Là, les vitesses et l'instant. Le V0, c'était à l'instant t égale à 0. V1, c'est après une durée de delta t, à partir de 0. V2, c'est 2 delta t. V3, c'est à l'instant 3 delta t, et ainsi de suite. Et là, je vais tracer les vitesses que j'ai calculées en fonction du temps. Et là, je vais trouver une courbe théorique qui s'approche de cette courbe expérimentale avec toujours la vitesse limite comme asymptote à cette courbe. Et je trouve donc une courbe théorique qui s'approche de cette courbe expérimentale et il est autant plus près de cette courbe expérimentale que le pas du mouvement est faible. Troisième mouvement de chute, c'est le mouvement de chute libre et parabolique. Alors on va voir que pour avoir un mouvement de chute parabolique libre, alors tout d'abord il est libre, le corps n'est soumis qu'à l'action de son poids, toutes les autres forces sont négligeables, et en plus il faut qu'il soit lancé avec une vitesse non verticale, avec une vitesse initiale mais qui n'est pas verticale. Dans ce cas la vitesse est inclinée d'un angle alpha et le centre de gravité du corps va effectuer une trajectoire parabolique, il aura un mouvement parabolique. Alors là, je vais prendre comme système le corps S que j'ai lancé avec une vitesse initiale V0 faisant un angle alpha qui est inférieur à 90 degrés. Le repère, c'est un repère OXY local et galiléen. La seule force qui existe, c'est le poids parce que c'est un mouvement de chute libre.
Alors pour la deuxième loi de Newton, P égale à MA. Alors je prends A parce que je considère que le corps toujours est de faible dimension. Sinon, il faut mettre G. Alors la projection sur l'axe OX, alors si je projette P sur OX, étant donné que l'axe OX est perpendiculaire à P, sa projection donne 0. Donc 0 égale à MAX. Donc puisque c'est 0 égale MAX, ça veut dire que AX égale à 0. Et je sais bien que AX c'est la dérivée de VX par rapport au temps qui est égal à 0. Avec cette équation différentielle, je trouve la primitive. Alors, une dérivée est nulle si la fonction est constante. Donc, Vx est une constante et c'est égal à la vitesse à l'instant t égale à 0 que je considère l'instant où j'ai lâché le corps S à partir de O. Donc, à l'instant t égale à 0, si je trouve la vitesse, la projection sur l'axe OX, alors ça va vous donner V0 cos alpha. Donc, j'ai Vx qui est la dérivée de x par rapport au temps égale V0 cos alpha. Donc, pour trouver x, la solution de cette équation différentielle ou la primitive de x, puisque c'est une constante, c'est une fonction du premier degré. La primitive d'une constante est une fonction du premier degré. La primitive d'une fonction du premier degré est une fonction du deuxième degré. On ajoute toujours un degré. Donc ici c'est une constante, donc c'est une fonction du premier degré. Donc x égale v0 cos alpha fois t plus x0. Alors là je suppose que x0 égale à 0 parce que je suis parti de O. Alors pour la projection sur OY, le poids selon OY, c'est PY égale MAY. Selon OY, c'est moins MG égale MAY. Je simplifie par M. Je trouve que AY égale à moins G. Alors AY, c'est quoi? C'est la dérivée de VY par rapport au temps égale à moins G. Alors là, j'ai une dérivée qui est égale à une constante. Donc VY, c'est une fonction du premier degré. VY égale à moins gt plus v0 selon y. Alors la vitesse selon y, ça c'est le côté opposé, c'est le sinus. Donc c'est moins gt plus v0 sin alpha. Alors vy c'est la dérivée de y par rapport au temps égale à moins gt plus v0 sin alpha. Alors là vous avez une fonction du premier degré, donc sa primitive u du second degré. Donc y égale à moins 1 demi gt au carré plus V0 sin alpha fois t plus Y0. Dans ce cas, j'ai pris Y0 égale à 0. Alors, j'appelle cette équation l'équation numéro 1 et là, c'est l'équation numéro 2. Alors, ce sont ces deux équations et les équations de vitesse Vx égale V0 cos alpha et Vy égale moins Gt plus V0 sinus alpha qui vont nous permettre de trouver toutes les questions suivantes. Alors tout d'abord, on vous demande de trouver l'équation de la trajectoire. Alors donc vous allez utiliser les deux équations horaires 1 et 2. À partir de l'équation 1, vous déduisez le temps t égale x sur v0 cos alpha que vous allez remplacer dans l'équation 2. Donc y égale à moins 1 demi gt au carré, je la remplace par x au carré sur v0 cos carré alpha et je remplace ici t par x sur v0 cos alpha. Le v0 va se simplifier, le sinus sur le cosinus va te donner tangente, donc x tangente alpha. Ainsi je trouve une équation d'une parabole y égale ax au carré plus bx, donc c'est une parabole, donc c'est bien un mouvement qui est parabolique. Alors on vous demande parfois de trouver la flèche. Alors c'est quoi la flèche? C'est le sommet de la trajectoire. Alors pour déterminer la flèche, il suffit de déterminer y de ce point F. Alors y du point F, pour déterminer y du point F, alors remarquez bien que la vitesse à l'instant t égale à 0 a fait un angle alpha. Au sommet de la trajectoire, c'est sûr, elle devient verticale parce que la vitesse est toujours tangente et la tangente au sommet d'une trajectoire est toujours horizontale. Donc il est horizontal après, lors de la chute, lorsqu'il tombe au sol, par exemple, si ici c'est le sol, la vitesse est inclinée d'un angle qu'on peut déterminer. Alors ici, au point F, la vitesse est bien horizontale. Alors s'il est horizontal, ça veut dire que sa projection, la projection de VF sur l'axe des Y est nulle. C'est ce que je vais faire. La projection de la vitesse au point F sur l'axe des Y égale à 0. Alors VY, c'est ça, égale à 0. Donc là, je déduis T. T égale à V0 sinus alpha, parce que je prends ici 0 et je détermine T.
t égale au point F V0 sinus alpha sur G. Alors je veux Y, donc je vais la remplacer dans l'équation numéro 2. Alors avec l'équation numéro 2, je remplace t par cette expression V0 sinus alpha. Je trouve moins 1 demi gt au carré, c'est-à-dire V0 sin au carré sin carré alpha sur G au carré, plus V0 sin alpha fois t, c'est-à-dire V0 au carré sinus carré alpha sur G. Et avec ça, je trouve que c'est V0 au carré sinus carré alpha sur 2G. Alors ça, c'est la flèche de la trajectoire. Alors pour la portée c'est le point de chute sur le sol, le point le plus loin. Alors pour la portée, il me faut x de la portée. X de la portée. Alors pour trouver x, je remarque que y du point P égale à 0. Alors il faut bien se rappeler de ça, qu'au point P, c'est y égale à 0. Et au point F, c'est y point qui est égal à 0. Là, y égale à 0 à la portée. Et à la flèche, c'est la vitesse, c'est-à-dire y point. Y égale à 0 et là, c'est y point. Alors donc, là, j'ai y égale à 0. Alors je vais utiliser l'équation numéro 2. Je remplace ici y par 0. Alors je trouve bien que, alors là, je vais mettre t en facteur. T n'est pas nul, donc c'est moins 1 demi gt au point P plus V0 sinus alpha qui est égal à 0, et de là, je déduis T au point P, je trouve, c'est 2 V0 sinus alpha sur G. Alors, je remarque que la durée pour arriver au point P, c'est le double pour la durée pour arriver au point F. Parce que là, le projectile fait un temps TF ici, un temps TF là, donc c'est 2 TF. T au point P, c'est 2 TF. Alors, pour le temps au point P, il suffit de le remplacer dans x pour trouver xp. Donc, xp égale v0 cos alpha fois t. Donc, ça fait v0 cos alpha fois 2v0 sinus alpha sur g. Ça donne 2v0 au carré sinus alpha cos alpha sur g. 2 sin cos, c'est sin de 2 alpha. 2 sin alpha cos alpha, c'est sin de 2 alpha. Donc, ça sera v0 au carré sinus de 2 alpha sur g. Alors ça, c'est x de la portée, c'est l'abscisse de la portée. Alors on va vous demander quand est-ce que xp est maximal. Alors là, v0 est constante, g est constante. Donc il faut que sinus 2 alpha soit maximal, c'est-à-dire égal à 1. Ça veut dire que 2 alpha égale 90 degrés. Ça veut dire que alpha égale 45 degrés. Donc il faut lancer le projectile avec un angle de 45 degrés pour qu'il te donne la portée maximale. Alors après, on te demande l'angle de tir. Alors c'est quoi l'angle de tir? C'est l'angle alpha pour lequel je vais toucher avec le projectile un point M que je connais déjà, les coordonnées xm et ym. Le point est connu par ces coordonnées xm et y point, et je veux chercher l'angle alpha pour le toucher. C'est ce qu'on appelle l'angle de tir. Alors j'ai déjà xm et ym. Alors, étant donné que j'ai xm et ym, le point M, pour qu'il soit touché par le projectile, doit appartenir à la trajectoire. Donc, je vais remplacer dans l'équation 3, l'équation de la trajectoire, je vais remplacer y par ym et x par xm. Et j'écris la même équation, ym égale à moins 1 demi g xm au carré, v0 au carré cos alpha, plus xm tangente alpha. Alors, ce qu'il me faut, c'est de trouver l'angle alpha. Alors là, j'ai le cos et là, j'ai la tangente. Il faut rendre le tout en tangente. Et j'ai une équation qui va me permettre ça. C'est 1 sur cos carré, parce que 1 c'est sin carré plus cos carré. 1 sur cos carré, ça te donne 1 plus tangente carré. Alors, je remplace 1 sur cos carré par 1 plus tangente carré. Alors, cela, si je remplace et je mets le tout dans un seul membre, je trouve donc cette équation. Moins gxm au carré sur 2v0 au carré tangente carré alpha, plus xm tangente alpha moins ym. Alors là, il faut retrouver tout ça. Moins ym moins gxm au carré sur 2v0 au carré égale à 0. Alors j'appelle tout ce terme A, ce terme B, et tout ce terme, je le note C. Donc je trouve une équation du deuxième degré, A tangente carré alpha, plus B tangente alpha, plus C égale à 0. Alors là, il faut calculer la valeur numérique de A, la valeur numérique de B qui est xm, la valeur numérique de C, et trouver le delta. Alors delta égale B au carré moins 4AC,
Et selon les valeurs de delta, la valeur de delta, on aura trois cas possibles. Alors, pour delta inférieur à 0, là, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'angle alpha, c'est-à-dire il n'y a pas un angle de tir qui permet de toucher le point M. Il n'y a pas d'angle de tir, si delta est négatif, bien au carré moins 4AC. Si delta est supérieur strictement à 0, là, vous avez deux solutions. Pour tangente alpha, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Alors, vous avez deux solutions pour toucher le point M, c'est-à-dire vous avez deux angles alpha, vous pouvez les trouver facilement. Et si delta est égal à 0, vous avez un seul angle de tir qui permet de toucher le point M, qui est moins b sur 2a. Alors, tangente alpha moins b sur 2a, et le chiffre tangente vous permet de calculer l'angle alpha. Alors, parfois, on te demande la vitesse au point P et l'angle avec lequel est inclinée cette vitesse par rapport à l'axe X, par exemple. Alors là, il suffit d'utiliser les équations de vitesse Vx et Vy et remplacer ici, Vx est toujours constante, et remplacer ici le temps par le temps au point P pour trouver Vx au point P, les constantes, et Vy au point P, tu remplaces ici T par Tp, et tu trouves donc Vx et Vy. Et pour ce qui concerne l'angle que j'appelle ici l'angle bêta par exemple, vous pouvez le déterminer par sa tangente. La tangente c'est Vy au point P sur Vx, et vous faites shift tangente pour trouver l'angle bêta qui te donne la direction de la vitesse de chute au point P.